France est reconfinée, mais les pistonnés sont là. Oui, ils sont bel et bien là, toujours fidèles au poste. Au rendez-vous, bien sûr, sur la First Team Sport. Votre émission, Formule 1 qui revient comme chaque mercredi après chaque week-end de Grand Prix. Et puis le plateau magnifique des pistonnés, toujours réunis. On va commencer d'ailleurs, puisqu'on parle confinement, puisqu'on lui a dit confinement, il est parti à la guerre avec un nouveau look. C'est Pierrot des Pilots. Salut Pierrot. Salut Manu, il fallait que j'amène les lunettes pour faire comme Hamza, mais j'avoue, j'ai pas fait assez court par rapport à lui. On lui a dit confinement, lui aussi il s'est dit je pars à Annecy, finalement il est ici, c'est monsieur Brice Germain. Salut Brice. Ça va, tout le monde? Heureux de t'avoir avec nous. Testé négatif, tout va bien. Ah ouais, testé négatif. Tout va bien. Moi aussi, j'ai eu très peur, j'ai pris du nez, j'ai eu très peur. Et puis on lui a dit confinement, il s'est dit tiens, si je revenais faire un petit tour chez les pistonnés, et il est super bien sapé, on peut le dire. Il se passe quelque chose dans la vie d'Hamza Ramani. Salut Hamza. Il fait froid, bonjour à tous, tout simplement. C'était faux. Alex Caldi viendra nous rejoindre aussi bien sûr pour assumer bien toujours sa chronique, son décryptage en milieu d'émission. Mais juste avant, on fait un petit point sur le sommaire les amis, et on aura l'occasion de débriefer le Grand Prix d'Émilie-Romagne qui s'est disputé du côté d'Imola, synonyme bien sûr d'un 7e titre constructeur consécutif pour Mercedes. Le décryptage et on reviendra sur l'erreur de George Russell bien sûr sous régime de la safety car. Le débat, quel avenir pour Red Bull qui cherche un moteur, qui se cherche aussi paraît-il un pilote numéro 2. Bref, on fera le point sur l'avenir de cette écurie. Et puis un quiz spécial post-Imola 2020. Vous verrez, il y aura un petit peu d'Imola, un petit peu de Mercedes, un petit peu d'actualité. Bref, tout ce qu'on aime. Les amis, tour de chauffe comme d'habitude avant de commencer cette émission. Les news, les principales news qui sont tombées la semaine dernière. On a beaucoup parlé de mouvement de transfert en début d'émission depuis quelques semaines. Là, on va parler de stabilité. On va parler notamment du maintien des line-up du côté de chez Alfa Romeo et Williams. Raikkonen et Giovinazzi ont eux été prolongés. Kimi Raikkonen roulera dans une Formule 1 à 42 ans. Giovinazzi, c'est davantage d'une surprise. On va se poser la question aussi de savoir si Hülkenberg a encore des options pour revenir en Formule 1. Et puis Russell qui garde son baquet du côté de chez Williams. Et du coup, Sergio Pérez qui n'a plus qu'une seule option, celle de Red Bull. Les amis, un petit mot sur cette information qui, malgré tout, a fait pas mal réagir la semaine dernière. Autant soulagé sur Williams de garder Latifi et Russell, parce que surtout Russell, on va dire, Latifi, il amène du budget. Autant un peu surpris sur Alfa Romeo, parce que moi, je pensais profondément que le line-up allait changer. Alors, mettre un pilote de la FDA, oui, non, ça, on ne sait pas, mais je pensais pas qu'ils allaient garder effectivement Raikkonen et Giovinazzi. Moi, je suis pas forcément très surpris. C'est des écuries qui ont besoin de stabilité pour développer leur voiture. Williams est sur une nouvelle ère. Alfa Romeo est sur une nouvelle ère depuis 2-3 ans. Donc non, ça m'étonne pas forcément. Je trouve que Giovinazzi fait du bon travail et Latifi amène pour le coup l'argent chez Williams. Donc quelque part, c'est pas une surprise pour moi. Non. Bon, ça reste un peu logique quand même, tu vois. Mais ce qui t'étonne, c'est qu'il n'y ait pas un autre pilote de Ferrari Driver Academy qui soit à la place de Giovinazzi notamment. Jean Schwartzman ou Aylot, il y en a d'autres. C'est vrai. Il y en a beaucoup de la FDA en F2. Latifi, mine de rien, il n'apporte pas qu'un budget parce qu'il fait quand même des belles perfs. Il faut le signaler. Moi, j'étais le premier à penser que c'était un qu'on l'était tous. Au final, vraiment pour sa première saison, c'est plutôt intéressant. Je suis assez déçu du côté d'Alpha parce que mine de rien, Mick Schumacher, il va se retrouver chez Haas. Il devrait se retrouver chez Haas. Et j'aurais bien aimé voir Schumacher avec Raikkonen pour une première saison, pour un développement tranquille. Exactement, c'est vrai que c'est un petit peu bizarre. Tiens, regardez le tableau, il est très intéressant, des baquets pour le moment occupés bien sûr pour 2021. Il y a un point d'interrogation à côté de Bottas parce qu'Hamilton n'a toujours pas re-signé, on va en reparler dans cette émission un petit peu plus loin. Le vrai baquet, on va dire, qui reste disponible parce que celui à côté de Vettel, on imagine qu'il sera pour Lance Stroll. Chez Haas, on l'a dit, on imagine Mazepin associé à Mick Schumacher. À côté de Gasly, encore un point d'interrogation. Les deux baquets véritablement disponibles, c'est à côté de Verstappen chez Red Bull, à côté bien sûr de Pierre Gasly chez Alpha Tauri. Oui, clairement, là, du côté de chez Red Bull, on va en reparler dans cette émission, mais c'est un gros point d'interrogation et surtout vu les dernières performances d'Albon, le point d'interrogation est encore plus gros qu'avant. Mais il reste un baquet là, il y a un verre à côté de Sébastien Vettel. Non mais allez, justement, c'est ce que je disais. Normalement, Lance Stroll devrait re-signer, quoique il est un peu au fond du trou. Ah oui. Il paraît qu'il a besoin de câlin, notre ami. On va en parler de tout ça bien sûr dans cette émission, c'est l'heure du débrief. On revient sur le Grand Prix d'Émilie-Romagne. Oui, Émilie-Romagne. C'était le 3e Grand Prix, bien sûr, de cette saison 2020 à se dérouler sur le sol italien, direction Imola et bien sûr l'autodrome Enzo et Dino Ferrari pour la 15e pole de Valtteri Bottas qui s'est converti en 93e victoire de Lewis Hamilton, 58e doublé pour Mercedes, synonyme de 7e titre consécutif. Un record, du coup, on a bien arrosé ça après le Grand Prix. Regardez cette petite vidéo Instagram du côté de chez Mercedes qui nous emmène dans les coulisses.
Attention, hein, le mélange masque et champagne, on l'a vu, hein, ça peut faire beaucoup de mal. Attention à la distanciation sociale, monsieur Toto Wolff aussi également. Mais forcément, 7e titre consécutif pour Mercedes, c'était jamais arrivé, bien sûr, dans l'histoire de la Formule 1. Ça nous amène tout simplement aux 4 enseignements de ce Grand Prix d'Émilie-Romagne. Bottas, un problème de moustache, vous allez voir pourquoi. Renault qui dit merci à Racing Point. Daniil, mination ou Daniil éliminé, voilà, enfin vous allez voir, on a miné tout simplement. On va revenir sur la course bien sûr du Russe qui devrait quitter la Formule 1 à l'issue de cette saison. Et puis Williams qui pleure et Alpha qui sourit. Parlons tout de suite les amis de Mercedes avec ce focus dans un premier temps sur Valtteri Bottas. Encore un week-end difficile, encore un dimanche compliqué pour Valtteri Bottas, touché par la malchance, une belle pole position samedi, victime d'un débris dès le 2e tour, une 3e pole sur 4 non convertie en victoire. Et à l'inverse, ça sourit pour Lewis Hamilton avec cette virtual safety car au meilleur moment sur son premier relais, le 4e abandon en 13 courses aussi de Max Verstappen, cette gestion bien sûr de son arrêt à l'entrée de la safety car, on a cru que ça aurait pu lui poser des problèmes, finalement il s'en sort très très bien. Et puis dans un deuxième temps, on parlera de ce 7e titre consécutif pour Mercedes avec Toto Wolff qui nous parle d'un nouveau rôle au sein de l'organisation de Mercedes et du coup Hamilton qui nous a livré une déclaration un petit peu bizarre à l'issue bien sûr de cette course. Attaquons sur Bottas. Manque de réussite, très clairement, surtout quand on compare à son coéquipier Lewis Hamilton. Ce qui est dommage, c'est que ça fait plusieurs courses maintenant qu'on le voit eh bien, être plus performant, qui a envie d'aller au combat. On l'a vu sur le podium, il est dégoûté. Ouais. Il est vraiment dégoûté. Et ce n'était pas le cas sur les saisons précédentes. Là, ça le touche concrètement et c'est ça qui est bien au final. C'est que il a envie d'aller au combat, donc c'est cool. Attention parce que je le vois là, il prépare des petits bouts de papier pour me les balancer à la tronche. Non. Mais non, Bottas là, il a pas été verni. Il ramasse un bout d'aileron qui fait 50 cm de, enfin voilà, ça bloque le fond plat, il perd 50 points d'aéro, c'est un peu la galère. 8 dixièmes par tour. Voilà. C'est énorme. Plus sur les virages rapides, c'était compliqué parce que la voiture se trimballait. Sur les phases de freinage, pareil, une fois sur deux, ça allait pas. Donc, il s'en sort quand même très bien de finir 2e. Un petit coup de chance quand même avec l'abandon de Verstappen, mais du coup, c'est relou parce qu'il fait tout le job qu'il faut pour l'instant. Donc, ouais, c'est un peu compliqué pour lui. Déjà que c'est pas évident d'aller se mesurer à Lewis Hamilton. Ah ouais. Il fait le samedi parfait, le samedi à la Lewis Hamilton avec un tour de qualif qui était absolument incroyable. Mais au bout d'un moment, c'est plus possible cette chance-là. Enfin, cette chance-malchance d'un côté, c'est incroyable. Enfin, quand cette VSC pour Hamilton et ce débris pour Bottas, à un moment donné, lui, il fait tout ce qu'il peut, même si forcément, on sait que c'est pas un secret qu'il n'a pas forcément le même talent que Lewis Hamilton. Mais il fait ce qu'il peut. Et là, en l'occurrence, c'est ça qui ruine sa course. Ouais. Et c'est une VSC de l'autre côté. Et c'est assez désespérant quand même. Hein. Je vous entends tous les deux. Ce qui est fou, c'est que depuis le début de saison, vous me dites le contraire. Non. Et aujourd'hui, c'est Bottas, le manque de réussite. Alors, Bottas, il y a Hamilton. Mais parce que quand il a la réussite, il fait des conneries aussi. Non, mais attention, il y a quand même eu un changement d'attitude chez Bottas cette saison. Depuis le Mugello. Depuis qu'il a re-signé en fait. Depuis qu'il a re-signé chez Mercedes. Alors peut-être un petit peu avant, ouais. Mais au début de saison, il n'était pas comme ça, le Valtteri Bottas. Hein. Ok. Non, mais voilà, ok. Non, mais ok, je vous écoute, il n'y a pas de problème. Il y a une argumentation par contre derrière ça ou pas? Non, mais moi, je retiens tout ce que vous avez dit depuis le début de saison et aujourd'hui, ça commence à... Voilà, il n'y a pas de problème. Mais après, je veux une argumentation. Non, mais Valtteri Bottas, mais moi, ça ne changera pas ce que je dis depuis le début de saison. C'est pas Lewis Hamilton. Il fait le job du numéro 2. Là, effectivement, il a un manque de réussite qui lui coûte peut-être la victoire. On ne sait pas, on ne saura pas, malheureusement. Mais il fait le job et je me souviens d'une certaine personne autour de ce plateau qui disait c'est scandaleux, Bottas il est derrière Verstappen au championnat, au final il va se retrouver à la fin de saison avec 30 ou 40 points d'avance sur Verstappen et ce sera logique, voilà. On a titré un problème de moustache parce qu'il a essayé aussi de conjurer le sort, notre ami Valtteri Bottas, avec un look Keke Rosberg, Nigel Mansell. On le voit là juste derrière nous. Peut-être justement un petit peu de superstition, bien sûr, pour apporter et aborder de manière différente chacun de ces week-ends. On a évoqué Valtteri Bottas. Parlons d'une déclaration, les amis. Elle est arrivée après la course. Regardez, c'est Lewis Hamilton, en descendant du podium, qui a livré ceci. Nous partageons beaucoup de conversations profondes, Toto et moi, en ce moment. Donc je suis conscient de sa situation mentale et nous partageons et portons beaucoup de points ensemble.
ensemble. Je ne sais moi-même pas encore si je serai en F1 l'année prochaine. Lewis Hamilton qui bien sûr partage la garde d'une certaine chatte avec Didier Deschamps, si vous voyez ce que je veux dire. Lewis Hamilton peut-il arrêter à la fin de cette saison? On le rappelle, Toto Wolff a dit « Je vais rester dans l'organigramme de Mercedes en Formule 1, mais peut-être avec un autre rôle et je ne serai sans doute pas présent sur les circuits chaque week-end. » On ne sait pas si c'est dès l'année prochaine ou dès 2022. Les doutes de Lewis Hamilton qui n'a toujours pas re-signé. Est-ce qu'il y a l'ombre d'un doute autour de la question de la renégociation du contrat de Lewis Hamilton? Pas pour moi. Moi, pour moi, oui. Ah. Mais pas dans le côté performance, salaire, discussion d'écurie. Pour son côté si mystique qu'à un moment donné, il peut avoir une révélation en mode non, mais il faut que j'arrête, il faut que je fasse autre chose de ma vie et tout ça, machin. Donc je m'attends à tout avec ce personnage. Et peut-être que je me suis laissé embarquer dans le discours de communication, mais je suis même pas sûr qu'il soit si accro que ça à aller chercher le record de Schumacher des titres, à avoir 8 titres. Je pense que s'il a envie d'arrêter, il arrêtera. Donc et en l'occurrence, Oui, c'est vrai. non, mais tu vois ce que je veux dire. Il est en fin de contrat, il a envie d'arrêter. Non, mais il n'y a pas un gars qui va. je ne pense pas qu'il soit lié à cet objectif de performance particulièrement. Mais je sais pas, moi je le vois. Ça me paraît improbable, mais je m'attends à tout avec lui. Donc il a encore au moins une saison où il aura indiscutablement la meilleure voiture. T'es sûr? Il prend du plaisir à gagner. Enfin, il gagne. Il écrase la concurrence. Je ne vois pas pourquoi il partirait. Après, si jamais il part, par contre, là, ça nous offre un marché des transferts, mais là, complètement fou. Le baquet, on rappelle que dans l'histoire du sport aussi, quand un grand manager ou un grand patron, entre guillemets, quitte une structure, souvent on a vu aussi des grandes stars quitter cette structure par la suite. Est-ce que le départ de Toto Wolff peut avoir des conséquences, Pierrot? Ou le retrait de Toto Wolff, parce que c'est pas un le retrait de Toto Wolff influera forcément à un moment donné ou un autre, mais je pense qu'effectivement on est dans une fin de cycle chez Mercedes. Ça y est, on a fait 7 titres d'affilée, ce qui est énorme, ce qui n'a jamais été fait dans l'histoire de la Formule 1. Il y aura un 8e. Et il y en aura probablement un 8e l'année prochaine parce que ça va pas beaucoup bouger. Vous pouvez arrêter de regarder cette émission, voilà, on se revoit en 2022. Mais en fait, du coup, moi je pense effectivement qu'on arrive à la fin d'un cycle. Je pense pas que pour l'année prochaine il sera pas là. A priori, moi clairement je pense qu'il 2022. Sera là. Mais je pense qu'à 2022, il y a moyen que on commence à semer la petite graine que on arrive à la fin d'un cycle, on arrive à la fin d'une ère et que ça va faire vraiment très bizarre parce que si Lewis Hamilton part. Honnêtement, ça va vraiment faire un énorme vide, je pense, dans le microcosme de la Formule 1. Oui, les hégémonies qu'on a vues ces dernières années ont aussi montré que quand le pilote phare s'en va, ça commence à décliner. Schumacher est parti en 2006, Ferrari s'est arrêté en 2008. Il y a toujours un petit temps de oui, mais il y a forcément quand il y a quelque chose qui commence à partir. Raikkonen est parti, tout allait bien. J'ai jamais dit que c'était une hégémonie. Encore une fois, tu fais des raccourcis. Et les gens le voient, monsieur Rabani, ça. Et tu vas te faire pourrir en commentaire. Coincé, merde. Deuxième enseignement de cette course, les amis, on referme cette page Mercedes. Renault qui prend un deuxième podium en 3 courses. Et Renault qui peut surtout dire merci à Racing Point. 7e Grand Prix consécutif dans les points pour Ricciardo. Auteur d'un super départ, d'une stratégie aussi audacieuse, bien aidé par l'abandon de Verstappen et l'entrée de la safety car. Bien aidé, qui a su résister à la défense de Kvyat, surtout au restart. Renault qui est aujourd'hui 3e au classement des constructeurs. Mais on va surtout nous focus sur l'occasion gâchée pour Racing Point qui avait un meilleur rythme que les Renault, que les McLaren sur ce week-end, qui a réalisé un week-end catastrophique du côté de Lance Stroll. L'erreur stratégique aussi également à l'entrée de la safety car. Regardez plutôt ce que nous disait notamment c'était Sergio Pérez à l'arrivée de cette course. Mon dernier arrêt à l'entrée de la safety car n'avait aucun sens sur le moment. On savait qu'il était difficile de dépasser sur la piste et nous étions déjà 3e. C'est douloureux parce qu'on avait un podium dans la poche. On l'a perdu sur une mauvaise décision. L'homme qui veut faire bien sûr un all-in et rejoindre Red Bull. Regardez également la réaction de Daniel Ricciardo à l'arrivée de cette course qui va dans le même sens que Sergio Pérez. Vous allez voir, on pourrait même en rire et en sourire. Daniel Ricciardo, l'Australien, qui déclare ceci: quand Pérez est rentré au stand, j'ai évidemment souri parce que je me suis dit merci de me donner la P3. J'étais 5e 2 tours avant. Alors j'étais plus qu'heureux parce qu'on n'avait pas prévu de se battre pour le podium à la fin. Daniel Ricciardo, donc, qui monte sur le podium, 2e podium en 3 courses. Les amis, Racing Point, ça confirme ce que vous expliquez depuis le début de la saison quand même. Alors oui, et il y a une deuxième explication parce que Racing Point a quand même répondu aussi à Sergio Pérez en disant alors oui, mais du coup on avait réglé la voiture pour les longs relais, que c'était compliqué de faire chauffer les pneus hard et que du coup on savait pas quoi faire et on va lui mettre les softs pour aller au bout. Je dis mais c'est complètement con, t'es 3e, tu t'arrêtes et derrière tu n'as pas une voiture qui est faite justement pour essayer de dépasser. Donc voilà, Racing il
Imola en plus. À Imola, Ouais. Racing Point essaie quand même de trouver, d'expliquer et de donner des explications à ça, mais non, ils sont chiés dessus. Je suis désolé du terme, hein, mais ils ont merdé. J'ai fait le calcul là hier Ça va soir. faire 3-4 podiums, minimum, je pense. Ils ont manqué entre 50, alors ça dépend évidemment des fins de course et des hypothèses, mais entre 50 et 70 points cette saison. Hors Covid, hein. Oui, bien sûr. Mais de toute façon, Hülkenberg a fait le taf quand il était dans Racing Point en soi. Ils ont manqué à peu près entre 50 et 70 points. Ce serait largement devant Renault, largement devant McLaren. Aujourd'hui, Racing Point a une meilleure voiture que McLaren, une meilleure voiture que Renault. Problématique, ils n'ont pas d'intelligence de course. La réalité, Et elle le est là. développement aussi de cette voiture. Hein. Et effectivement, mais surtout en fait, ils l'ont pas conçu. Donc les ingénieurs la comprennent pas forcément, et donc ils peuvent pas forcément prendre les meilleures décisions au milieu de la course. Ricciardo a une expérience de course qui est largement plus, on va dire, étoffée en termes de haut du tableau que Pérez ou que Stroll. Ricciardo sait parfaitement qu'on peut pas dépasser à Imola. Il ne rentre pas, et si l'équipe lui avait demandé de rentrer, il ne serait pas rentré. Ça, c'est clairement un manque d'intelligence de course de la part de Racing Point. Ils savent que leur voiture a du mal à faire chauffer les pneus. Pourquoi tu vas mettre des pneus neufs ? Enfin, c'est ridicule. Je comprends pas ce qu'ils font. Et pour le coup, vraiment, ça. Justement, difficulté de chauffer les pneus durs. Pour eux, Oui, mais ils sont rodés. dur, Ils ont déjà une expérience. Ces pneus, ils sont plus faciles à chauffer que des pneus neufs. Il y a Je sais aussi, pas, en il y a fait, aussi le fait c'est- que George Russell Bah se oui, mette c'est ça, dans le mur et surtout. que la safety car soit Bah oui. allongée, qui fait que Parce qu'au final, leur sinon, plan tombe un peu il reste quoi ? Il reste 8, 9, 10 tours. Ouais, c'est ça. Ça peut être différent. Moi, en soi, le call de mettre des softs à Pérez, je le trouve pas complètement idiot. Sur Imola. C'est juste de la naïveté, je trouve, Ouais. de se dire, ok, il y a une safety car, c'est un arrêt gratuit pour tout le monde, du coup, tout le monde va rentrer. Mais ensuite, je trouve pas ça complètement idiot. Après, effectivement, on en revient à ce qu'on disait en début de saison, la nécessité de scorer. Ils ne le font pas depuis le début de saison, ils vont se faire punir parce que c'est bien la fait. troisième place, elle est en train de leur passer sous le nez. Mais il y a quand même une satisfaction, c'est que Sergio Pérez s'est quand même retrouvé en situation de jouer le podium. Mais alors- Ça fait quoi ? Ça fait quand même pas mal de courses. Enfin, de mémoire, je me souviens même plus la dernière fois que Racing Point a pu jouer le Monza, hein. podium. Peut-être. Ouais, ouais, ça, franchement, ouais, ça c'est ne revient pas- pas. ouais. Monza, il y a eu Ouais. une opportunité. Mais là, en tout cas, cette opportunité, ils l'ont eu. Ils sont passés à côté, mais ils l'ont eu. Mais alors justement, moi je trouve que le problème, on le prend dans le mauvais sens. Avoir l'opportunité de faire un podium, pour moi, ça veut dire gâcher une opportunité de faire un Oui, podium. bien sûr. C'est l'inverse qu'il faut, c'est-à-dire se trouver en position quand il y a une opportunité de pouvoir le faire. Genre Renault, par exemple, qui n'est pas du tout, qui n'a pas encore la voiture taillée pour faire des podiums à la régulière, mais quand l'opportunité est là, ça fait 2 fois en 3 courses qu'ils le font. Oui, mais Racing Renault Point, aussi, ça a mis combien du temps à de venir. fois Renault, ça a mis du temps à venir sur le podium. Mais d'accord, mais Racing Point, combien de fois ils étaient en position de le faire cette saison? Ça, Non, mais ça, soyons clairs. Racing Point, ils ont une voiture depuis le début de saison qui Ils gâchent tout. Mais évidemment qu'ils gâchent tout. Mais ce que je te dis, c'est que ça fait, Mais attends. ça fait quoi 4, 5, 6 courses. Honnêtement, je sais même plus. Que Racing Point n'a pas eu cette opportunité de se rapprocher du podium. Aujourd'hui, ils l'ont eu. C'est tout ce que je te dis. En fait, il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est que Racing Point fait toujours le call inverse de ce qu'ils sont censés faire parce qu'ils se mettent les pieds dans le tapis. Je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois, là, tu te retrouves en P3, tu es derrière une safety car. À quel moment tu te dis, je vais passer au stand et laisser des voitures passer devant moi pour justement et c'est ça, et en fait c'est ça le problème, et à chaque fois qu'ils se sont retrouvés dans une situation un peu similaire, ils ont toujours pris le contre-pied qui n'a pas fonctionné pour eux. Donc il y a cet aspect là. Juste pour revenir et terminer peut-être un peu sur Daniel Ricciardo, parce que deuxième podium en 3 courses, c'est quand même pas rien. Ça fait plaisir, ça montre que faut être là au bon moment pour saisir l'opportunité. On l'a dit plein de fois dans cette émission que pour avoir des podiums aujourd'hui en étant en dehors de Mercedes et Red Bull, faut être présent et être prêt à saisir l'opportunité. Ils l'ont fait, bravo à eux. Et bravo à eux. Regardez, on va regarder justement cette petite vidéo. Là encore, c'est le compte Instagram de Renault qui nous emmène dans les coulisses de ce deuxième podium, un petit peu plus inattendu peut-être que le précédent.
Le bonheur pour Daniel Ricciardo, le bonheur pour Renault, la tristesse, on l'a dit, dans le camp de Racing Point, la colère de Sergio Pérez, l'incompréhension autour du cas Lance Stroll. Et puis quoi? Et puis Lance Stroll, alors, Stroll. Notre ami Voilà, Stroll. il va lui taper dessus. Mais évidemment. Non, mais tu te moques de moi. T'as vu son arrêt au stand? Les freins sont froids. Non. Attends, t'as vu son arrêt au stand, Non, mais t'as vu sa franchement, qualif, c'est t'as vu sa course. Non mais en soi, non, mais très sérieusement, t'as le droit de passer à côté d'une course, t'as le droit de passer à côté de 15 courses, t'as le droit d'être mauvais, y a pas de problème. Et c'est ce qu'est Stroll depuis maintenant plusieurs courses. Maintenant, à un moment, enfin là, c'est mise en danger de... C'est propre. Non mais ça arrivait à d'autres. Ah, mais ça arrive, Attends, ça arrive au meilleur Mais la aussi de louper le Non mais frein. attends, la justification. Est-ce qu'il va s'excuser? Non. Les freins sont froids. Bah, il a dit sorry guys, ouais, il explique que les freins étaient il a pas froids. fait sorry, bah, guys. voilà. Il a pas fait Si, bien sûr, si, à la radio. Les freins sont froids. À la radio, il a Non, dit mais excuse-moi. je m'excuse. Ah oui, et pour freiner juste avant la ligne des stands. Là, les Oh freins là sont là. pas froids. Oh, Hamza, on va pas repartir sur la technique des freins en Formule 1. Ça me Non, fait On de va la faire peine. rentrer Alex tout de suite pour un T'es de décryptage. moins en moins Un pertinent. petit mot quand même sur Lance Stroll. C'est vrai que il est au fond du trou depuis 2 ou 3 courses, les amis. On a vraiment Depuis le Covid, il a du mal à revenir du Covid. C'est le cas de nombreux sportifs, malheureusement, dans d'autres disciplines. Bah oui, non. Alors on va se rejoindre sur au moins un point avec Hamza, c'est que effectivement là, la course, le week-end de Lance Stroll, ça fait 2 week-ends d'affilée qu'il est mais totalement en dehors du coup. C'est zéro pointé là pour le coup, donc c'est relou parce qu'il a montré quand même des belles choses cette saison. Là, c'est trop compliqué. Non mais il me donne l'image d'un gars qui, s'il est pas devant ou s'il est pas dans un truc intéressant à jouer, c'est compliqué. T'as l'impression qu'il a pas envie. Donc, de toute façon, c'est ce qu'on dit sur lui depuis qu'il est en F1. Non, la volonté n'est pas de le tracher parce que tout le monde croit qu'on veut toujours le tracher. C'est pas ça. C'est que on essaie de faire le constat d'un type qui a du coup tous les moyens de réussir parce qu'on lui met à disposition une voiture qui est performante. Enfin, tu sens bien quand même que si il n'y a pas tout qui est aligné. C'est un peu flemme quoi. Donc là cette course est cata, celle d'avant est cata, celle du Mugello était cata. Et puis la saison prochaine, t'auras Stroll encore en F1 quand t'as Hülkenberg ou Perez qui n'aura pas de baquet. Mais ça on est tous d'accord sur ce problème là. Mais Voilà. bon c'est un autre débat pour le coup. Exactement. Et nous, on ouvre bien sûr une autre page, un autre enseignement dans ce débrief. On va parler d'un garçon dont on parle très très peu chaque saison. C'est Daniil Kvyat, bien sûr, qui a réalisé sans doute son meilleur week-end cette saison. Daniil Miné, vous allez le voir parce que pas de baquet sans doute après Daniil 2020. Miné. C'était la déclaration à demi-mot d'Helmut Marko samedi. Et le secret de Polichinelle s'est confirmé bien sûr dimanche, mais surtout son meilleur week-end de cette saison, qualifié en Q3, ce qui est très rare, vous le voyez avec cette stat. P4 meilleur résultat en course depuis le Grand Prix d'Allemagne 2019, un superbe restart, de très beaux dépassements, une belle activité. On a même cru à un moment donné qu'il allait disputer le podium à Renault. Regardez ces déclarations, la déclaration notamment de Franz Stotz, de Daniil Kvyat, avant d'écouter Franz Stotz. Pierre a été très rapide cette année, mais depuis Spa, si vous vous penchez sur le sujet, nous sommes très proches et très compétitifs. Je suis heureux de ce bon résultat et de cette bonne course, car ça m'enlève un poids en plus dès le début, et là c'est le petit tir qui met, j'étais plus rapide qu'Albon qui a une meilleure voiture. Daniil Kvyat, le méchant de James Bond bien sûr en Formule 1, regardez la réponse immédiate du docteur Helmut Marko, un méchant tout court, notre ami le docteur Helmut Marko. C'est une très belle performance pour lui aujourd'hui, mais ça ne l'aidera pas et ne changera rien dans le futur. Daniil Kvyat, Daniil Miné, ce qu'on a dit aujourd'hui, un petit mot sur son week-end et sur le fait qu'il n'y a presque plus de perspective d'avenir pour ce garçon. Un seul mot, trop tard. Voilà, c'est tout. Trop tard. Ça aurait changé quelque chose en début de Non. saison ? Bah oui, effectivement. Non, il y avait plus de points marqués. Il y avait probablement une place peut-être à garder face à un Tsunoda qui est très offensif pour l'année prochaine. Je dis pas que ça aurait changé la donne, mais il aurait mis plus de chances de son côté. Là, c'est beaucoup trop tard. Donc, comme d'habitude, Kvyat, en deuxième partie de saison, il est très bon. En première partie de saison, il est nulle part. Je suis pas sûr que ça aura changé quoi que ce soit, même si c'était en début de saison. Non mais je vais te dire pourquoi, écoute-moi. Parce que, en fait, Kvyat, je rappelle qu'il il a disparu de la filière Red Bull pendant 1 an ou 2 ans. Il y avait Brendan Hartley à une époque, et on l'a plus vu. C'est vrai. Il a disparu. Il est revenu, pourquoi ? Parce que Red Bull n'avait pas de pilote. Choix par défaut. Red Bull n'avait pas de pilote. Donc, Daniil Kvyat, il faut bien se dire que dans la tête de Red Bull, c'est un mec qui est là pour faire le nombre. Donc, ils attendent d'avoir la personne qui sera suffisamment talentueuse, entre guillemets, pour prendre le baquet de Daniil Kvyat. Donc, pour moi, vraiment, à partir du moment où s'ils sont mis en tête que Tsunoda allait arriver, c'est-à-dire que Kvyat, il peut faire tous les podiums qu'il a envie. Sa carte, il l'a grillée en Russie en 2017. Il l'a grillé là. À partir du moment où Max Verstappen, après. Non, c'est une connerie. 2016. 2016. À partir du moment où Max Verstappen a pris son baquet. Donc, je veux te dire, pour moi, ça ne change pas grand-chose. Après, il fait une belle perf. Il fait une meilleure saison peut-être que l'année dernière, c'est sûr.
Mais Il a fait une jolie saison quand même l'année dernière, même s'il se fait manger par Pierre Oui, mais là, Gasly et par Albon. il a une stabilité par rapport à son coéquipier qui lui permet de plus progresser sur ses réglages et plus progresser par rapport à son target qui est son coéquipier. Et en l'occurrence, là, il fait une perf qui est équivalente à celle d'Albon, c'est pas mal. Depuis Monza, c'est 4 fois dans les points sur 6 courses. Ouais. Depuis. C'était quoi après Monza? C'était Mugello. Oui, Mugello, Ouais. ouais, tout à fait. Depuis Mugello, c'est 22 points, c'est 2 points de plus que Gasly. Donc c'est évidemment la régularité qu'il a manqué, j'ai envie de dire, quasiment sur l'ensemble de sa carrière, qu'il est en train de trouver, malheureusement trop tard pour lui, mais effectivement, il fait une belle course, il fait un restart exceptionnel après la safety car. Le dépassement sur Leclerc, c'est un bijou. Enfin, vraiment une course très solide et c'est rageant parce qu'on sent que dans un bon jour, il peut faire quand même de belles perfs, il peut être même spectaculaire. Malheureusement, on ne l'a pas assez vu en F1. Exactement, c'est vrai que ça restera un petit peu un regret pour le badass, on va dire, du F1 circuit. Si vous voulez rajouter quelque chose. Ouais, en fait, le truc, c'est que ses attaques sur Vettel, qui était justement en Russie, c'est un peu le Spa 2012 de Romain Grosjean, c'est-à-dire que ça l'a un peu refroidi dans le sens où tout le monde lui est tombé dessus. Elle a raison, hein, parce qu'au final, il fait une double attaque qui est absolument incroyable. Mais du coup, ça a un peu calmé ses ardeurs et le bon pilote qu'on a vu avant et qui faisait quelques coups d'éclat, finalement, a dû se calmer. On l'a retrouvé un petit peu là à Imola, mais c'est vrai que du coup, ça a un peu poli le talent qu'il avait pu montrer et surtout, ça l'a un petit peu annihilé dans la performance. Exactement. La performance, Williams s'en avait ce week-end, la dramaturgie d'un Grand Prix de Formule 1. Et Williams s'en a aussi été, bien sûr, victime. Williams qui pleure, Alpha qui sourit. La désillusion, bien sûr, pour l'écurie britannique. 8e Q2 quand même cette saison pour Russell. Le Britannique était P10 au moment où il s'est raté sous safety car et Alex viendra nous en parler tout à l'heure. Latifi qui échoue à la 11e place pour la 3e fois en 2020, ce qui lui vaudra peut-être le titre de cocu de l'année. 10e au constructeur avec 0 points pour Williams. Et à l'inverse, Alfa Romeo, bien, qui en profite. Le coup parfait, on va dire, sur le premier relais avec un Raikkonen qui est parti en médium et un Giovinazzi qui est parti en soft. P11 et P12 pendant la safety car. P9 et P10 à l'arrivée grâce bien sûr aux circonstances de course et notamment au raté du côté de chez Williams. C'est la première fois en 2020 en tout cas que 2 Alpha finissent dans les points, ce qui consolide parfaitement leur 8e place bien sûr aux constructeurs. Ça a été difficile de voir cette Williams échouer si près des points. Ils étaient dans les points au moment de la safety car. On lui dit à George Russell faut mettre un petit peu de température dans les pneus, continue à travailler dessus. Il le dit à la radio, je fais tout ce que je peux pour vraiment mettre de la température dessus. Et puis 10 mètres plus loin, il se met malheureusement dans le mur sur une bosse et une réaccélération. Encore une fois, les pneus quand ils sont froids, ça arrive à beaucoup de gens. Alex, je te remercie pour le décryptage. Non, d'ailleurs. mais effectivement, mais on va revenir dessus et Alex en parlera peut-être mieux que moi. Mais effectivement, les pneus quand ils sont froids et vous avez zéro adhérence que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Donc c'est des choses qui arrivent. L'occasion, elle est ultra manquée et j'ai aussi un petit peu mal pour Latifi qui échoue encore une fois à la 11e position. Et, Hamza en parlait en début d'émission. Oui, effectivement, Latifi fait une très bonne saison par rapport à nos attentes qu'on avait au début de saison où on se disait c'est encore le énième Sergei Sirotkin qui va rien faire. Finalement, pas du tout. Et d'ailleurs, Latifi termine, on l'a pas forcément vu sur le direct, mais Latifi termine à 7 dixièmes de Giovinazzi parce que dans le dernier tour, Giovinazzi fait une erreur et que Latifi est persuadé que s'il reste 1 ou 2 tours, il peut aller le chercher. Malheureusement, il y avait 63 tours dans cette course et Williams est toujours sur un 0 pointé. J'ai l'impression qu'il y a quand même un peu un chat noir qui se met au-dessus de cette écurie Williams parce qu'il y a quand même pas mal d'opportunités cette année, mine de rien, de mettre des points. Et c'est ça veut pas. Ce qu'on peut relever sur ce Grand Prix, pour moi, c'est vraiment Latifi qui progresse en termes d'intelligence de course et qui ramène les voitures à l'arrivée. 11e, c'est évidemment pas satisfaisant. Néanmoins, quand tu viens de chez Williams, ça veut dire que tu as su profiter des événements de course pour l'amener au plus haut que tu pouvais, cette Williams. Et en l'occurrence, à un moment donné, ça devrait payer quand même pour aller choper un point qui sera important pour l'argent récolté à la fin pour Williams. Moi j'avais de la peine, j'ai beaucoup de compassion là pour George Russell. C'est plus bas encore. Le pauvre. Je t'entends même pas. Franchement, ça m'a vraiment peiné. En plus, il était dans les points. Il est encore passé à côté Il est passé à côté d'une opportunité de marquer des points. Il est à 0 points, malheureusement, depuis le début de sa carrière. Ça semble fou quoi. Il écrase ses coéquipiers en qualif, mais il a toujours pas scoré. On parle d'un talent monstre. Bref. Et pour Alfa Romeo, ensemble dans les points, c'est une première cette saison. Giovinazzi qui réalise, je sais pas si vous avez vu le on-board de son départ.
Plus Super 6 départ. places. Super départ de. Il fait tout le temps des gros départs, Mais il il a dit après la course qu'il a passé quelques heures à regarder tous les départs de toutes les catégories depuis qu'Imola a été refait. Et il a regardé de la F4, il a regardé plein de trucs pour voir en gros ce qui était faisable ou pas faisable. Certainement parce qu'il a aussi dû voir ce qu'avait fait Raikkonen à Portimao, ça a dû le chauffer en disant mais si on peut faire ça, moi je vais le faire. Donc et pour le coup, ça, lui il dit que ça l'a servi, moi je veux bien le croire. Il a mangé Vettel pour son dernier déplacement. Oui, mais ça c'est pas. mais par exemple, tu vois, il a fait ça, chose que n'a pas dû faire Lance Stroll par exemple, qui arrive dans Tamburello avec une vitesse pas possible. Bref, hein. Et 53 tours avec les médiums, Giovinazzi. Exactement. Et comme Kimi. Belle, en effet, sur son deuxième relais, pardon, excusez-moi. Et c'est vrai qu'on a un peu la sensation pour Williams, en tout cas, que les points qui n'ont pas été marqués aujourd'hui, qu'il y avait vraiment une occasion de mettre des points entre guillemets ce week-end et qu'on ne sait pas s'il y aura une deuxième occasion pour eux. Oui. Et Raikkonen, il fait 9 avec, en s'étant arrêté 2 tours avant la safety car. Donc on en a l'impression qu'il est passé à côté d'un résultat complètement différent. Il était dégoûté. Hein. On a l'impression, alors je sais pas combien il aurait pu finir, mais à 2 tours près, on aurait pu voir Raikkonen peut-être dans, je sais pas, le top 6. Je reviens sur un truc, c'est quand même fou. Il est derrière Vettel toute la course. Vraiment, ils sont collés toute la course. En soi, tu te dis que la safety car va à peu près donner la même chose pour les deux. Bah non. Là, il y en a un qui fait 9, il y en a un qui fait 13, et je vous laisse deviner qui fait 13. Et c'est incroyable. Pas aidé par ses mécaniciens. C'est la classe de Vettel, le petit mot à la fin. le mécanicien Claudio en italien, après l'arrêt raté. Voilà, il y a Ferrari et puis il y a Vettel. Mais et Vettel je trouve que Vettel, c'est un autre débat, mais Vettel, je trouve qu'avec cette saison complètement ratée, il est en train de se réhabiliter aux yeux de. Au niveau de la classe, Vettel. Je pense qu'il en a jamais manqué, mais ça c'est un autre débat. Oui, mais il y avait toujours cette frustration sportive. Mais bon, bref. Multi-21, Seb. On regarde tout de suite le classement, bien sûr, des pilotes déjà pour vous dire et vous annoncer bien que Lewis Hamilton est tout proche, bien évidemment, d'un 7e titre, ça ne vous aura pas échappé. 85 points d'avance sur Bottas, 35 points d'écart aussi également entre Bottas et Verstappen, l'abandon de Verstappen qui lui a coûté très très cher et surtout 3 hommes pour la lutte dans la place du meilleur des autres entre Ricciardo, Leclerc et Pérez qui sont compris tout simplement en 13 points. Des pilotes, on passe bien évidemment aux constructeurs, plus de suspense. Mercedes est champion du monde, c'est officiel. C'est la lutte pour la 3e place qui semble en tout cas la plus passionnante. Renault, McLaren, Racing Point, 3 écuries comprises en 1 point. Ça devrait se jouer bien sûr jusqu'au dernier Grand Prix de cette saison 2020. Allez, tout de suite, on reste sur ce Grand Prix d'Émilie-Romagne. C'est l'heure du décryptage et on va revenir justement sur l'erreur de George Russell lors de la safety car. On revient sur un épisode qui a marqué ce Grand Prix, qui a beaucoup fait réagir. Déjà Julien Febvre, bien sûr, au micro de Canal+. Et au-delà de ça, de nombreux messages sur les réseaux sociaux concernant une erreur, celle de George Russell, bien sûr, sous régime de la safety car, alors qu'il était 10e dans ce Grand Prix. On va se poser une question. Alex Calvi, déjà, bonjour. Bonjour, bien sûr. On va se poser une question ensemble. Est-ce qu'un pilote de F1 est infaillible ? C'est une question un peu brute, certes, mais pourtant, elle mérite d'être posée, en particulier après le crash assez embarrassant, on peut le dire, du pilote britannique ce dimanche à Imola. Une bourde, oui, dans l'impression, pourtant, dans les faits, c'est quelque chose qui peut arriver même au meilleur. Bien sûr, c'est arrivé même au meilleur, on va le voir, mais d'abord, justement, on va décrypter ce qui s'est passé avec George Russell. Pierrot l'a expliqué en amont de ce décryptage, bien sûr. Safety car, 53e tour de course, Russell est derrière la voiture de sécurité. Il est en pneus hard, des pneus très difficiles à mettre et à garder en température. Et depuis le premier tour de la course, il attaquait fort. Il voulait absolument garder ses pneus en température, mais aussi ses freins en freinant fort, en revenant du coup sur la safety car. On arrive à Aqua Minerali. Russell reste agressif, coup de gaz, il monte les rapports. Et là, il touche une légère bosse qui déséquilibre sa voiture au moment où il a le pied à fond sur l'accélérateur et qu'il passe un dernier rapport. Pneus refroidis, qui plus est, sont les plus durs, donc difficiles à mettre et à garder en température, plus une bosse, plus une accélération brutale. C'est un très mauvais concours de circonstances du coup qui le fait terminer dans le mur. Un crash qui n'est pas sans rappeler une mésaventure connue précédemment par Romain Grosjean à Bakou en 2018. C'est resté dans les mémoires, bien sûr, cet accident. On était également sous safety car. Romain Grosjean a essayé de faire chauffer ses gommes. Coup de volant un peu trop violent, puis il est parti dans le mur, tandis que George Russell, lui, a immédiatement reconnu son erreur dimanche. Romain Grosjean, lui, a d'abord pensé que c'était Ericsson qui l'avait poussé. Finalement, que nenni. Il a expliqué par la suite que le coup de volant l'avait fait appuyer sur un bouton par mégarde, un bouton sur le système de freinage. Au moment d'appuyer du coup sur la pédale de frein, les freins arrière se sont bloqués et lui, il a terminé dans le mur. Et souvenez-vous, en 2018,
les freins de la Haas, c'était pas trop ça, c'était assez catastrophique. Et autre point de comparaison entre les deux accidents, le traitement sur les réseaux sociaux. Dimanche, quand Russell se met dehors, eh bien, une grande partie de la twittosphère lui apporte son soutien, son réconfort. Et puis il y a 2 ans, quand Grosjean fait la même erreur, une grande partie lui tombe dessus et l'accable. Pourquoi ? Parce que Grosjean a toujours été un peu victime de sa réputation de pilote faisant des gaffes et cet épisode n'a pas aidé, tandis que Russell, lui, a été réconforté car il n'a pas cette réputation aussi, car c'était sa première grosse bêtise, véritablement. Et quand on regarde dans l'histoire, Alex, on se rend compte qu'il y a des pilotes d'une grande renommée, certains avec un petit peu moins aussi, à qui ça arrive ce genre de mésaventure. Ouais, totalement. Des erreurs en Formule 1, ça arrive souvent. Si on prend l'exercice de mettre ses pneus en température, prenons l'exemple en 2006, en Australie, avec Juan Pablo Montoya. Il s'est mis en tête à queue à la sortie du virage à Melbourne lors du tour de formation. Le voici, Juan Pablo Montoya, qui, il me semble, c'était sa première saison chez McLaren. Dans le tour de formation aussi, David Coulthard, en 1995, fait une erreur à Monza alors qu'il était en pole position et avait terminé dans le gravier. Il n'avait pas pris le premier départ de ce Grand Prix parce qu'il en avait eu un deuxième dans le tour de formation. Là, c'était dans le tour de formation, mais quelques Grands Prix plus tard, il avait fait une autre erreur justement à Adelaide, David Coulthard, en se mettant bêtement dans le mur en rentrant dans la voie des stands. Plus récemment aussi, Daniel Ricciardo l'an dernier à Bakou avec Renault, une marche arrière malheureuse dans la Toro Rosso de Daniel Kvyat que Ricciardo n'avait pas vu, en fait Daniel Kvyat qui était juste derrière lui. Il y a des boulettes, oui, même pour les meilleurs. Même pour Daniel Ricciardo. Tu as raison de dire qu'il y a des boulettes même pour les meilleurs. On se rappelle aussi d'un Michael Schumacher à Monaco en 96. Ça montre que les pilotes de Formule 1, on dirait des machines dans l'extérieur, mais ils ne sont pas infaillibles, Alex. Exactement. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une Formule 1 n'est pas une voiture anodine, normale. C'est une voiture qu'il faut dompter. C'est un monstre de 1000 chevaux, d'une puissance exceptionnelle. Dans une voiture normale, vous avez quelques données à recevoir. Dans une Formule 1, en fait, quand vous êtes à l'intérieur, ce sont des centaines de données que vous devez comprendre et analyser. Les pneumatiques, par exemple, qui sont aujourd'hui très compliqués à gérer, eh bien, le fonctionnement de la gomme Pirelli est d'une complexité sans nom, tout comme les Formule 1, tout comme les F1, qu'il faut piloter minutieusement, les comprendre tout en les apprivoisant à plus de 320 km/h. Le pilote de Formule 1 aujourd'hui est intelligent dans sa réflexion, dans ses choix. Il n'a pas le même instinct, les mêmes intuitions que nous. On pourrait presque penser justement, comme tu l'as dit Manu, que ce sont des machines les pilotes de Formule 1, mais avant tout, ce sont des êtres humains. Et vous comme moi, nous le savons, nous sommes des êtres humains. Eh bien, aucun être humain n'est infaillible. Chacun de nous faisons des erreurs, bien évidemment. Les pilotes de Formule 1, pour mon cas, bien sûr, à mes yeux, sont des surhumains. C'est pour ça que j'aime ce sport. Ce sont des surhumains car un être humain n'est pas censé rouler à ces vitesses-là et subir autant de turbulences physiques. En course, au-delà de la lourde préparation physique qu'un pilote de Formule 1 peut faire en amont, eh bien, un pilote perd jusqu'à 5 kg. La fréquence cardiaque monte jusqu'à 170 battements par minute. Un pilote se prend d'énormes pressions supérieures à son poids. Juste par exemple sur une accélération, un pilote doit supporter 50 kg sur son cou. Tout va extrêmement vite, c'est insensé même de faire ce métier, on peut le dire, ce sont des surhumains. On peut essayer même de comprendre avec Lewis Hamilton ce qui n'est peut-être pas possible de comprendre pour nous qui ne sommes pas pilotes. Regardez ce tableau qui va s'afficher. Ah non, ça c'est le jingle déjà. Juste avant le tableau, il va arriver avec cette belle image de Lewis Hamilton avec le tableau des familles qui va s'activer d'ici quelques instants. Je vais vous la citer, la citation de toute façon. La Formule 1 est un art bien particulier. Quoi qu'on fasse, les efforts sont invisibles. Tu ne pourras jamais essayer ma voiture, tu ne sauras jamais, tu ne peux pas l'imaginer. Il l'avait dit à Mouloud Achour justement dans une interview pour Click TV juste en amont du Grand Prix de France le 28 juin 2018. Quand on comprend tout ça, le crash de George Russell et de Romain Grosjean ne sont pas si ridicules finalement. C'est pour ça que Russell a reçu un message de soutien de Romain Grosjean, mais également du bientôt sextuple champion du monde Lewis Hamilton. Bien que ce soit dommage, ce sont des choses qui arrivent effectivement. C'est une erreur, oui, mais c'est en faisant des erreurs que l'on s'améliore. Merci bien sûr Alex Caldi pour ce très très beau décryptage qui a remis un petit peu les choses en ordre de marche suite à cette bévue de George Russell et qui en même temps s'est fait l'avocat de Romain Grosjean. N'hésitez pas à commenter bien sûr ce décryptage, donnez votre avis aussi également sur les explications de Alex. Ça se passe en bas de cette vidéo dans les commentaires. Alex, tu reviens pour le quiz tout à l'heure, on t'attend. Grand plaisir, je gagnerai. Énorme quiz à suivre. À suivre aussi également un énorme débat. On va ouvrir une page Red Bull, on va se poser la question tout simplement de l'avenir de l'écurie autrichienne. Hop, il y a quelqu'un qui passe juste devant, bien évidemment. C'est l'émission qu'on aime, notre ami Pierrot qui est revenu bien sûr pour ce débat. Et on va ouvrir tout de suite cette page Red Bull. Parce que c'est vrai que depuis l'annonce du départ de Honda, on a très très peu parlé des différentes options qui s'offraient bien sûr à cette écurie Red Bull, qui semble presque en révolution en tout cas. On va commencer avec cette première question. Et ce premier tableau, les amis, peuvent-ils vraiment partir après 2021 ? On va remettre un petit peu les choses en place. L'ultimatum bien sûr des gels des moteurs après 2021
2021. Tout simplement, Honda quitte la Formule 1 après 2021. Red Bull ne veut pas d'un moteur client, que ce soit chez Ferrari ou chez Renault. Leur but à eux, c'est de racheter les plans et les moteurs du côté de chez Renault pour les exploiter et les utiliser jusqu'à la prochaine révolution des moteurs, c'est-à-dire en 2026. Ils ont provoqué une réunion la semaine dernière en mettant un ultimatum. Si les moteurs ne sont pas gelés, nous ne resterons pas en Formule 1. Et pourtant, eh bien, ce n'est pas gagné. La FIA qui, je cite, Jean-Todt l'a dit, ne veut pas céder au chantage. Renault et Ferrari également qui sont opposés. Regardez un petit peu les explications du côté de ces deux marques, de ces deux écuries. On va commencer avec Louis Camilleri, bien sûr, le PDG du côté de chez Ferrari. Nous sommes fermement contre le gel des unités de puissance car cela va à l'encontre de l'esprit de la Formule 1. La réglementation actuelle inclut déjà un gel en 2023 et la F1 a des objectifs ambitieux en matière de développement durable. Il faut s'atteler maintenant à l'utilisation des biocarburants et cela entraîne le développement de nouvelles pièces moteurs. Voilà pour l'explication dans la Gazzetta dello Sport, bien sûr, de Louis Camilleri. Et puis aussi l'explication de Cyril Abiteboul pour Renault, lui aussi opposé, bien sûr, à ce gel des moteurs. Cyril Abiteboul qui déclarait il y a 6 mois, nous avons fait une demande similaire, mais Red Bull et Honda étaient contre. Nous avons accepté cela. Maintenant, nous sommes très occupés à travailler sur la plateforme moteur 2022. Et si vous me demandez aujourd'hui ce que je pense d'un gel des moteurs, ma position est clairement différente de celle d'il y a 6 mois. Je suis absolument contre. Voilà des propos, en tout cas, recueillis par motorsport.com. Les amis, la menace d'un départ de Red Bull de la Formule 1 après 2021, est-ce que vous y croyez? Non mais alors, Oui. déjà on va mettre les choses dans... Red Bull, Monsieur le professeur. Red Bull, marque de boisson, on le rappelle. Hein. Bien sûr. Je Prends en l'aurais otage dit. la Formule 1. Bien sûr. C'est quoi cette blague? Sont gonflés. La porte, il y a une porte là, une porte là. Dehors. Ouais, enfin, ils ont des écuries, Hamza. C'est pas mon problème. Ouais, Ah, mais mais c'est un Red problème Bull pour la qui prend en Formule 1 otage la F1, mais où va le monde? Bien sûr. Ouais. Déjà, si Ferrari, si Williams, si McLaren arrivent avec ce genre de chantage, Moi, je le laisse faire. ça coince un peu, mais bon. On parle d'institutions qui ont marqué l'histoire de la F1, qui ont contribué au développement de la F1. Red Bull, c'est personne. Il y a 4 titres de champion du monde, d'accord. Ils ont marqué l'époque 2010-2013, mais Red Bull, c'est une marque de boisson. Ils sont pas en F1 pour l'amour de la F1, on va être clair. D'accord. Donc, de ce côté-là, déjà, moi, il y a ça titille les oreilles. Légèrement. Et Cyril Abiteboul le disait très bien. Il y a quelques mois, on lisait des déclarations de tout Red Bull C'est vrai. pour pousser justement, continuer le développement des moteurs parce que Honda, il y avait une énorme progression. On voyait cette progression avec Honda. Maintenant, forcément, Honda est parti. Bah, ça n'arrange peut-être pas Red Bull de dépenser des millions et des centaines de millions pour développer le moteur qu'ils veulent racheter. Mais c'est la Formule 1, c'est pas la Formule 1 de Red Bull. Donc à un moment, il va aussi falloir que Red Bull prenne conscience de la chance qu'ils ont d'être en Formule 1 voilà. parce que ça offre une exposition, à mes yeux, même le football avec le Red Bull Salzbourg ou Leipzig, ça n'offre pas une telle exposition que la Formule 1. La Formule 1, c'est un sport, en plus avec les résultats, avec Max Verstappen, ça offre une exposition telle que je pense qu'aujourd'hui, Red Bull ne peut même pas se permettre de quitter la F1 pour son image. En fait, ils sont gonflés de faire un chantage pareil à un sport qui est largement plus vieux que l'existence même de leur entreprise. En fait, ils arrivent en disant, enfin, quand même, ils disent qu'ils vont retirer 2 écuries si ça va pas dans leur sens. Mais leur sens, c'est quoi? C'est-à-dire que aujourd'hui, leur sens, c'est de permettre à ce qu'ils puissent gagner en connaissance, en apprentissage pour construire un moteur eux-mêmes sur les bases du Honda. Mais attendez, mais c'est pas du tout votre philosophie, les gars. Votre philosophie, c'est de faire un châssis et derrière d'acheter un moteur. Aujourd'hui, c'est pas parce que vous voulez faire ça, c'est parce que vous ne pouvez plus. Vous n'avez plus le choix. Ferrari, ça vous va pas. Renault, ça vous va pas. Et Mercedes, jamais ils accepteront. Donc, en fait, au bout d'un moment, vous êtes pris au piège de votre propre philosophie. Et en étant pris au piège, qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de prendre en otage tout le monde. Non, ça, je suis d'accord avec Hamza. Maintenant, c'est un grand défi pour eux de savoir s'ils sont capables ou non d'aller récupérer les plans du Honda et de devenir un motoriste. Et puis c'est Mais cher. ce n'est pas un constructeur automobile, cher de c'est un développer moteur tout de canette, effectivement. Bah, alors, est-ce qu'ils peuvent quitter la F1 ? A priori, non. Mais c'est pas si demain ils quittent la F1, Red Bull va pas s'effondrer. Hein. Clairement, c'est pas. La F1 non plus, je te rassure. ouais, non, mais, clairement. alors, t'es pas obligé de m'attaquer. Je suis dans ton sens. On se calme. Est-ce que ce serait pas, et je te redonne la parole tout de suite, est-ce que ce serait pas une catastrophe pour la Formule 1 aujourd'hui de perdre 2 écuries en plus d'avoir perdu un motoriste? J'allais y venir. Ça dépend J'allais y lesquels. venir. Justement. Donc, Red Bull peut quitter la F1. Ça fera pas de mal à Red Bull. Est-ce que ça va faire plus de mal à la Formule 1? Alors, en termes de qualité, peut-être pas, j'en sais rien. Par contre, effectivement, si on se retrouve avec 8 équipes sur la grille de départ, va vendre ton plateau aux promoteurs de Grand Prix qui payent des millions pour accueillir la F1. Attends, laisse-moi terminer. Dans les accords Concorde, on parle de 10 équipes.
s'il y en a plus que 8, je peux te dire que la F1 va baisser en termes financiers. La F1 est cotée aussi en bourse. Donc, finalement, la prise d'otage de Red Bull, si tu veux, elle se matérialise aussi vis-à-vis des aspects financiers qui sont en F1. Juste pour terminer là-dessus, le Red Bull, en fait, pourquoi on en est arrivé à cette situation, c'est que derrière, il y a un vrai problème de philosophie sur le moteur. Voilà, tout simplement, c'est qu'aujourd'hui, si demain, on a un faiseur de châssis, comme c'était le cas dans les années 70, qui vient et qui fait des châssis et qui veut acheter un moteur bon marché pour faire marcher sa Formule 1, on ne peut pas. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut plus faire. Donc, à partir de ce moment-là, soit on a des équipes constructeurs qui sont toutes parties en Formule E pour l'électrique, soit on a des équipes constructeurs qui ont beaucoup de budget et qui croient justement en ce V6 hybride, etc., comme Mercedes, Renault et Ferrari. Mais du coup, mais si on a à part, c'est qu'il y a un vrai problème de philosophie. Et du coup, Red Bull est obligé finalement de faire cette prise d'otage, ce qui fout un peu la merde partout. Mais à ce moment-là, tu signes pas le Concorde. Parce que, est-ce que quand ils ont signé les Concorde, est-ce qu'ils étaient au courant que Honda allait dire Oui, mais d'accord, on est tous d'accord. On est tous d'accord pour dire que Honda, ils ont mis quand même un sacré doigt à Red Bull et à tout le monde de la Formule 1. Ah oui, mais Red Bull, c'est aussi c'est le revers de la médaille. Red Bull, ça fait des années qu'ils crachent sur tout le monde. Ça fait des années. Sûr. C'est vrai. Ce qui s'est passé avec Ferrari la saison dernière, on ne l'a pas oublié. Ce qui s'est passé avec Renault lorsque Renault était motoriste, on ne l'a pas oublié. Aujourd'hui, ils ne récoltent que ce qu'ils ont semé depuis des années. Quand tu vois, en fait, quand tu es les dirigeants de Red Bull et que tu dois es devant les accords Concorde, et que tu vois qu'en 2022, il va falloir une nouvelle culasse parce qu'il va falloir du biocarburant. Qu'en 2023, on passe sur 100% de biocarburant et qu'il faut revoir la manière de construire le moteur. Et que tu signes ça, il faut quand même avoir une sacrée confiance en les mecs avec qui tu signes un contrat qui a la valeur que de ce que tu lui donnes, en fait, parce que finalement, Honda se retire comme il a envie. Donc les mecs, ils signent, pas de souci. Mais les gars, vous êtes engagés sur un truc qui demande des compétences que vous n'avez pas. Vous vous engagez pour d'autres personnes. Donc finalement, en fait, ils n'avaient pas conscience de ce qu'ils faisaient réellement. Alors, ils demandent le gel maintenant alors qu'ils ont signé un truc qui va faire des évolutions moteurs sur tout le plan jusqu'à 2025. Mais ça va pas dans leur sens, tout simplement. Il y a 6 mois, on le rappelle, ils étaient contre justement le gel moteur, et parce qu'il y avait une progression, parce qu'il y avait Mercedes à aller chercher. Aujourd'hui, peut-être estiment-ils ne pas avoir les compétences pour développer ils les ont pas, un moteur. Après, on sait pas. Et l'argent aussi. Tu parles de compétences, mais c'est la puissance financière. Les constructeurs automobiles n'ont pas déjà les compétences pour le faire, déjà. Après, il y a un problème. Enfin, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure, mais Red Bull quitte la F1, c'est une mauvaise nouvelle pour la F1, c'est aussi une mauvaise nouvelle pour Red Bull. Va aussi. C'est un aveu d'échec. Un aveu d'échec après 4 titres de champion du monde. Un aveu d'échec, peut-être pas. Est-ce qu'on peut pas revenir sur ce qu'a dit Pierrot et se dire qu'en fait, est-ce qu'on est obligé de prendre à la lettre ce qui a été dit dans les déclarations ? Est-ce qu'on n'est pas là déjà dans une phase de négociation pour essayer de trouver une sortie et une solution ? Est-ce qu'on n'est pas déjà en train de négocier avec Ferrari et Renault en proposant ce genre de choses ? Mais Ferrari et Renault, en mettant la pression de cette manière-là. Ferrari et Renault n'ont aucun intérêt. Mais Red Bull non plus. De Red Bull. Mais Red Bull non plus. C'est-à-dire que Red Bull ne veut pas du moteur Ferrari et Red Bull ne veut pas du moteur Renault parce que Renault impose ses conditions. Oui. Ferrari et Renault n'ont pas intérêt à aller dans le sens de Red Bull. Non, mais n'ont pas intérêt à aller dans le sens de Red Bull contre le jeu des moteurs. Bien sûr. Mais peut-être personne n'a d'intérêt commun avec Red Bull là-dessus. Il y a un intérêt pour tout le monde, c'est que, encore une fois, s'il n'y a que 8 écuries en Formule 1, ça plombe tout le monde, ça plombe tout le plateau et ça plombe financièrement. La solution, tu peux trouver d'autres solutions. Tu peux avoir une écurie et partir avec 3 équipes, 3 voitures par. Ça sera au rabais, ça sera comme en endurance. C'est ce qu'on a fait en endurance quand il n'y avait plus assez de moteurs, on a rajouté les 3e voitures. C'est la gagnée de la Formule 1. Donc là, vous acceptez. Dans le plus grand des cas, vous acceptez que Red Bull prenne en otage la F1. On n'a pas dit qu'on a. Alors déjà, on n'a jamais dit qu'on acceptait que Red Bull prenne en otage. Premièrement, il faut trouver des solutions. Mais d'accord, il faut trouver les solutions. Mais la bonne solution, c'est de garder quand même. Mais évidemment, c'est la bonne solution. Mais la bonne solution, c'est pas de se coucher derrière Red Bull. C'est tout. Non, mais en fait, le problème est. Mais à un moment donné, il est plus global que ça. Vers eux, il faut que eux aussi fassent un pas. C'est le boulot. C'était le boulot de Bernie Ecclestone et il le faisait très très bien. Et on a craché sur Bernie Ecclestone dans tous les sens. Parce qu'il y a un truc que Bernie sait faire mieux que tout le monde et qui sera probablement mieux faire que Stefano Domenicali. Contenter tout le monde. C'est que déjà, il fait que tout le monde s'assoit autour d'une table et qu'on ressort de là et on a une solution. Là, on a 0 solution, c'est le bordel. Donc si demain on n'a que 8 écuries, je suis désolé Hamza,
en termes financiers, en bourse, la F1, ça plonge. Pour vendre ton plateau C'est une au mauvaise circuit, nouvelle au pour- promoteur, ça plonge aussi. C'est une mauvaise Donc nouvelle il y a pour la moins F1. les droits d'argent télé. et tu rentres dans un cercle vicieux. Et c'est ça aussi le problème. Mais la F1 ne C'est peut. une mauvaise nouvelle pour la F1, comme c'est une mauvaise nouvelle pour Red Bull. Mais je te le redis, mais la oui, F1 n'a pas se couché devant Red Bull. Dans quel Mais monde on Red vit Bull, ils vendent des canettes, ils font pas des Mais bagnoles. est-ce qu'ils ont vraiment envie de quitter la Formule 1 C'était la question de base. Ah bah non, Moi non. j'ai l'impression qu'on est vraiment dans des négos, Non, c'est-à-dire c'est des pressions, Renault non, et Ferrari qui peuvent vendre un moteur disent non, on est contre le gel. Red Bull qui ne Franchement, veut moi, pas je suis acheter les sûr de deux. ça, tu vois. Ah ouais Toi tu y crois Parce que science-fiction encore une fois, mais Red Bull. Non, mais c'est important. Il faut étudier tous les cas. Red Bull se retrouve dans la situation où ne veulent pas de Ferrari. D'accord. Mercedes ne donnera pas son moteur. D'accord. Il reste quoi? Il reste éventuellement Renault. On se souvient de on va pas revenir sur l'histoire. Et si dans l'éventualité où ils n'arriveraient pas, où ils estiment ne pas avoir les compétences pour développer le moteur Honda, que se passe-t-il? Renault, il reste Renault. Si Red Bull n'a pas envie de retrouver avec Renault, il reste pas de solution que de quitter la F1. Mais Red Bull menace parce qu'il est piégé. En fait, Red Bull est piégé. C'est la là-dedans. dernière carte à jouer. C'est-à-dire qu'en fait, ils se font lâcher par leurs motoristes. Aujourd'hui, un motoriste, dans la situation actuelle et la complexité pour faire ce moteur-là, a beaucoup de mal à vendre son moteur à une écurie qui est à peu près concurrente, sauf que Red Bull est concurrent de tout le monde puisqu'ils sont en haut du tableau, au niveau du châssis. Donc Sûr. effectivement, un motoriste, ça le rebute un petit peu de vendre son moteur à Red Bull, forcément. Aujourd'hui, si Mercedes vend son moteur à Red Bull, c'est la fin de l'hégémonie Mercedes, ça se trouve. Et même Honda, quelque part, par rapport au secret, on va dire, de conception du moteur, les propriétés Oui. intellectuelles, Ben oui. on n'a pas de certitude là-dessus non plus. Aujourd'hui, Red Bull est dans une situation très compliquée et qui est piégée par l'évolution de la Formule 1. Et ça, ils ne l'ont pas vu venir. À une époque, on pouvait vendre, par exemple, le moteur Ferrari de l'année d'avant, le moteur Mercedes de l'année d'avant. Sauf que les moteurs changent chaque année maintenant, au niveau réglementation. Donc tu peux plus le faire. Aujourd'hui, Red Bull a signé un contrat avec les accords Concorde qu'il n'était pas du tout en mesure d'honorer si jamais il y avait un plan de l'élément, enfin un élément du plan, pardon, qui foirait. Et l'élément du plan, c'est Honda. Et Honda fait ce qu'il veut. Et en l'occurrence, Red Bull, ils l'ont dans l'os. C'est tout. Après, on rappelle qu'avec ces accords Concorde, on peut quitter la F1 après chaque saison. Il y a la clause pour une écurie, il me semble. Hein. C'est ça la problématique Une écurie normalement. par saison, je crois. Saison. D'où la problématique aussi de Red Bull. Je rejoins Hamza là-dessus, c'est qu'il ne reste pas de solution. Si, il reste une solution, elle est réglementairement inscrite dans les accords Concorde avec la FIA. Oui. C'est que si jamais ils n'ont pas de moteur, Renault vous donnez un moteur, le D'accord. deal c'est la FIA qui le Est-ce fait. que Red Bull peut refuser? Oui, Bah après, ils peuvent partir refuser quitter et la F1. partir, bien sûr. Donc Red Bull a toujours Mais les. c'est une les question de fierté chez Red Bull là. Ah bah probablement oui. Parce que Enfin, Red Bull ne veut pas, parce qu'en soi, tout le monde est en train de se marrer. On est bien d'accord que quand Honda s'est barré, on était tous en train de dire haha, il va aller retoquer à la porte d'Habitbull. Oui, oui. Enfin, en fait, la première option c'était Renault. On est tous d'accord là-dessus. Il faut aller revoir Renault. Sauf que ils ont campé sur leur position et ils sont Ils ont toujours raison. dans cette position-là de dire Parce qu'on on ne en soi, veut il pas d'un développe. motoriste qui ne nous intègre pas dans la conception du moteur. Mais au bout d'un moment, tu peux pas tout demander quand tu es autant dépendant sur une pièce de ta voiture. Tu peux pas tout demander. Il faut accepter ce statut d'écurie cliente sur un moteur, parce que c'est pas parce qu'ils ont 4 titres mondiaux et qu'ils ont ce statut avec Max Verstappen qu'ils ont tous les droits. Aujourd'hui, Red Bull est une écurie de Formule 1 qui fait son châssis, qui ne fait pas son moteur et qui n'a pas forcément tous les droits pour arriver et dire bon écoutez, pour les moteurs on veut ça et on va faire ça et on va faire ça et si vous n'êtes pas d'accord on se barre. Non. Au bout d'un moment, ils sont clients. Et si vous la portée là-bas. Et un client, non, mais attends, tu es d'accord qu'un client qui n'est pas Avec le satisfait, col roulé, ça marche vraiment. Avec le col roulé, ça fait vraiment un effet. Amenez-moi dans le bureau, je veux négocier. un client qui n'est pas satisfait, il va voir ailleurs. On est bien d'accord. Sauf qu'ailleurs, aujourd'hui, on dit non, mais on n'est pas satisfait non plus. Mais écoutez, arrêtez de consommer. Et allez-vous-en. Avançons un petit peu dans ce débat et partons du principe que Red Bull justement trouve une solution et reste en Formule 1. Le fait qu'ils cherchent en tout cas à racheter les plans du moteur et à produire leur propre moteur nous met d'accord, en tout cas autour de ce plateau, sur le fait que ce serait peut-être le début d'une nouvelle ère pour Red Bull. Et je voulais vous relancer là-dessus avec ce tableau. Regardez ces différents points. Nouvelle ère, bien sûr, concernant le fait que Red Bull fabriquerait son propre moteur. Nouvelle politique pilote aussi, avec, et là j'attends votre avis sur ce fameux numéro 2 qui pourrait remplacer Alex Albon, qui ne serait pas issu de la filière Red Bull, qui serait d'ailleurs un pilote un peu plus expérimenté. La question aussi également de Verstappen, peut-il être lassé par cette situation, cette instabilité en vue de l'avenir et le fait bien sûr de ne pas gagner de titres mondiaux avec Red Bull. Et puis il y a le troisième point qui est quand même très important, c'est trouver aussi des nouveaux partenaires. On sait qu'Aston Martin devrait retirer son naming, c'est-à-dire quoi qu'il arrive, peu importe le nouveau moteur qu'il faudra mettre dans cette voiture, il faudra retrouver un nouveau badge. Et je voulais en toucher un mot, c'est l'importance aussi également des pétroliers à l'avenir. Vous en avez commencé à en parler sur ce plateau, l'arrivée des biocarburants et forcément les pétroliers. On annonce en tout cas dans les années à venir un retour au premier plan des pétroliers qui vont mettre beaucoup d'argent dans la Formule 1, notamment pour communiquer autour de ces nouveaux biocarburants.
Est-ce qu'on n'est pas au début d'une toute nouvelle ère pour Red Bull, d'une nouvelle stratégie, d'une nouvelle manière de faire? Ce qui est sûr, c'est qu'avec la signature des accords Concorde, je le répète, la Formule 1 est en train de changer dans une direction qui n'est pas du tout celle qu'a pris Red Bull depuis 2005 quand ils sont arrivés en Formule 1. C'est pas du tout ce qu'ils ont besoin. Donc il va falloir changer. Ils sont en train de changer de philosophie au niveau des pilotes déjà, et ils vont changer de philosophie aussi en termes de voiture, puisqu'ils vont plus avoir le choix en fait. Et ils vont devoir, ce côté devoir faire son moteur, c'est finalement le dernier appel à l'aide qu'ils sont en train de passer pour se dire, ok, si on ne fait pas ça sur la durée, on est mort. Donc le changement de philosophie, ils sont obligés parce qu'ils sont trop dépendants d'éléments qui aujourd'hui ne peuvent pas faire d'eux un constructeur qui peut reconstruire une hégémonie comme c'était le cas en 2010 par exemple. Hamza. Je t'écoute. Pareil, j'attendais que tu dégaines tes balles. À ce point, non, j'ai pas de. C'est la trêve. Ouais, c'est... L'œil du cyclone avant de parler Dernier question est rentré dans ce studio, ça y est, on va commencer à pouvoir enfin discuter. Non, moi, c'est surtout sur les pilotes où en fait, j'étais en train de réfléchir pour tout vous dire. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure en début d'émission. Bon, science-fiction encore une fois, mais si Hamilton quitte la F1, Verstappen va chez Merco. Ce serait une grosse cote, ouais. Là, c'est chou. Là, c'est. Red Bull, c'est terminé. Il n'y a plus rien. Non, il n'y a plus rien. Là, on est d'accord. C'est vrai que Red Bull tient sur Max Verstappen. C'est fou. Non C'est fou. Bah, Au final, en fait- Verstappen, Red Bull essaye de tenir la F1, mais c'est Verstappen qui tient Red Bull surtout. Bien sûr. C'est. Si demain Verstappen part, que fait Red Bull? C'est ça la vraie Il n'y question. a plus rien. C'est qu'il n'y a plus rien. Et alors, si derrière ils n'ont pas de moteur non plus, bon, bah oui, là, effectivement, le choix, il est logique. Donc c'est Hamilton qui a l'avenir de la F1 entre ses mains. Bah oui. En même temps, c'est pas une surprise. Non, si tu mais veux ça. d'un point de vue, mais logique, de rien. etc. Quand tu regardes un petit peu comment tout se tient, etc. Tu fais ah ouais, mais en fait Hamilton, moi je vous disais tout à l'heure, il va laisser un grand vide, mais il va pas laisser qu'un grand vide, c'est ça aussi le truc. Donc bon, on va voir. Albon pour l'instant, on sait même pas si l'année prochaine il sera en Formule 1 pour dire à quel point ça peut être compliqué. Gasly, on lui a donné l'autonomie avec brochette. AlphaTauri pour dire bah voilà, on veut faire deux brochette. voitures bien comme il faut, deux équipes où justement c'est deux équipes sœurs entre guillemets, donc ça pourrait plutôt bien marcher. On va mettre Tsunoda parce qu'on veut un jeune pilote. Ouais, là aussi il y a une fin de cycle chez Red Bull et le problème c'est que encore une fois c'est Max Verstappen, comme beaucoup de pilotes, a des clauses de performance. Si ça performe pas pour Max Verstappen, il peut se barrer et il y a beaucoup de gens qui veulent Max Verstappen et pour remplacer Max Verstappen ça va être compliqué. Une clause de performance moteur en plus, si je dis pas de bêtises. C'est-à-dire qu'il me semble, C'est réglé qu'il y a- après 2021. il me- Ça, je sais pas. Ça. mais il me semble que dans le contrat de Max Verstappen, il y a une clause par rapport au moteur et au choix du moteur de Red Bull. Comme quoi la famille Verstappen se prévoit de absolument tout pour pouvoir être un moment donné champion du monde. Personnellement, j'ai pas négocié le contrat, donc je sais pas. Mais, Non, mais c'est Helmut Marko qui avait dit ça. Je mais vais oui, essayer de retrouver la ça me déclaration. semble assez dingue parce qu'effectivement, si Verstappen devait quitter Red Bull, J'ai regardé. qui pour être la tête de gondole, parce que de toute façon, des cracks. J'ai pas vu. Vettel et Verstappen, des cracks. Enfin, je veux bien qu'on taille un peu le centre de formation entre guillemets de Red Bull. Il n'y en a plus. Mais non, mais enfin des cracks comme ça, on n'en trouve pas non plus. Bah, c'est oui. Voilà. T'en as déjà deux dans la même On demande décennie, pas- c'est quand en même fait, énorme. Extraordinaire. En ouais. fait, le truc c'est qu'on Il y ne a demande pas Ricardo à aussi, hein. on demande pas à remplacer un numéro 1, on demande Ricardo à aussi. remplacer un Ricardo Max aussi, t'as Verstappen, c'est pas la même chose. On demande pas à remplacer un numéro 1. Là, on demande à remplacer Verstappen. Donc faut Oui, est-ce qu'ils sont retrouver pas- la petite pépite. Là, il y en a pas. Est-ce qu'ils sont pas victimes du coup de la gestion aujourd'hui Eh bien, évidemment. managériale des Évidemment. pilotes chez Red Bull? Évidemment. Puisque t'as détruit Ah oui. juste deux pilotes là, pour le En fait, moment. ils sont C'est-à-dire que t'as pas de successeur à Max Verstappen si je vous écoute. Comme on le disait tout à l'heure, ils sont victimes de leur propre philosophie qui n'est pas adaptée à la F1 moderne aujourd'hui. C'est Oui. ça le problème, c'est que ça pouvait marcher il y a 10 ans. Ils ont voulu faire une Schumacher avec, Mais ils avec Max Verstappen. ont voulu faire une Schumacher, mais en fait le truc c'est que effectivement on veut pousser un grand pilote machin et on va pas remettre en question le talent de Verstappen parce que bon il est pas à démontrer, mais derrière pour faire ce qu'ils font aujourd'hui, il faut que tout le monde soit on board dans leur projet. Il y a un truc, il y a un grain de sable dans la machine, c'est terminé. Donc je pense qu'ils payent plus leur philosophie que finalement leur situation. En fait, ils ont eu un peu une politique de terre brûlée pour mettre en avant Max Verstappen. Mais pas que, en fait. Il y a eu ça avec Sébastien Vettel à une époque. Ils ont besoin d'avoir cette tête de gondole qui vend le projet parce que en fait, la F1, c'est du marketing et de la communication pour Red Bull. Donc, en fait, il leur faut une tête de gondole, une tête d'affiche. Et en fait, il y a en fait une dizaine de pilotes qui en a payé le prix fort avant Max Verstappen et avant Sébastien Vettel. Carlos Sainz. Mais encore, Ricardo. ils s'en sont sortis. Hmm. Sébastien Buemi, Jaime Alguersuari, Jean-Éric Vergne. Jean-Éric Vergne, Daniel Kiat, ça va arriver.
tous ces pilotes-là, en fait. Alguersuari, pardon, excusez-moi. Non. Ah, mais oui. Non, mais oui. Pas non plus un grand Bah oui, talent. c'est ce que. Tu l'as dit, Alguersuari? Oui. Excuse-moi, je... Bah écoute, plus jeune pilote en Formule 1, c'en est C'est pas vrai qu'un. aussi, c'est vrai. Non, il y avait quand même quelque chose chez Raimel Garsoiri. Pas de pognon, mais il y avait quand même quelque chose. Mais je veux dire, ils ont pourri quand même une sacrée génération de pilotes, Red Bull. Et aujourd'hui, ils se retrouvent avec une filière où quand un gamin doit signer dans la filière Red Bull, peut-être qu'il y pense à Là, 2 fois avant. On le veuille ou non, parce que là, bon, on parle, mais Verstappen devrait rester quand même la saison prochaine. Oui. Pour accompagner Verstappen, on se dirige donc sur Hülkenberg ou Perez. Je parlais tout à l'heure des budgets, de l'apport financier d'Aston Martin qui devrait quitter Red Bull. Perez, on le disait ce week-end, on parle de 6 millions d'euros qu'il apporterait. 6 millions, c'est pas énorme. Hein. C'est vrai, c'est pas pas grand-chose. grave, C'est pas 12 sur Racing Point? Oui, et là, ce serait Oui, mais il 6. prend la moitié a priori. Là, ce serait 6 seulement chez Red Bull. Donc, au final, C'est pas une solution en soi, on va dire. je suis pas sûr de que faire. Perez soit une solution financière. Après, ça reste un bon pilote, t'économises un tout salaire, comme quoi. Hülkenberg. Mais de toute façon, Mais on va bien voir quelle est la philosophie et la trajectoire de Red Bull à partir du moment où on va voir quel deuxième pilote ils choisiront. on la connaît finalement là. Ah non, il y aura 3 philosophies différentes. Soit ils gardent Albon et ils se concentrent sur leur filière, et du coup ils Pas trop, changent pas tant de honnêtement. philosophie. Albon. Je te mets les scénarios. Perez, et là clairement ils sont sur une option d'économie et de tenter justement de racheter un des plans Honda pour concentrer leur R&D sur le moteur. Soit ils prennent Hülkenberg et clairement ils veulent de la data. Enfin, Hülkenberg Perez, c'est pas non plus. C'est pas les mêmes c'est pilotes, pas, non. c'est pas le Barça ou Sasuna, quoi. On parle de deux pilotes. Enfin, c'est quand même difficile, je trouve, de trouver des différences. En termes de talent, il n'y a pas grand-chose qui sépare Hülkenberg et Perez. Enfin, c'est pas. Le retour piste est largement différent sur Hülkenberg et l'argent qu'amène Perez, c'est 2 choix totalement 6 différents. millions d'euros, encore une fois. Les amis, juste une dernière relance Qu'est-ce très qu'il y a rapidement concernant le projet Alpha Tauri, parce qu'il faut en parler aussi également, c'est Red Bull aussi également, et vous parliez de successeur à Max Verstappen. Très rapidement ce tableau, on fera juste un tour de table. La promesse pour Alpha Tauri, on a dit plus d'autonomie, plus d'indépendance, plus de moyens, s'appuyer sur la soufflerie Red Bull et le centre bien sûr Red Bull Technologies. Les menaces, on les oublie pas non plus, hein. Paradoxalement d'Helmut Marko pendant l'affaire Racing Point, vous l'avez dit, bon bah si la Racing Point a le droit de copier la Mercedes, nous la Alpha Tauri ça sera une Red Bull on va dire restylée. Et à côté, le cas Pierre Gasly, un leader sur le moyen terme, on sait qu'il a signé 3 ans avec Red Bull, 1 an d'engagement avec Alpha Tauri. Il a été très critique vis-à-vis de Marco et de Christian Horner, notamment après l'officialisation de cette annonce. Est-ce qu'il n'y aurait pas la tentation d'un départ du giron après 2021 ? Et qui pour l'accompagner, surtout ce garçon, à l'issue de cette saison ? Alpha Tauri, est-ce que c'est une écurie qui peut devenir encore plus indépendante, encore plus puissante ? Et est-ce que Pierre Gasly peut être à long terme, en tout cas, le leader de cette équipe ? Bah écoute, il y a une indépendance, une autonomie qui est en train de se gagner du côté d'AlphaTauri qui fait du bien aussi parce que AlphaTauri à la base c'est Minardi, c'est une autre équipe, donc ça, on va dire que ça permet entre guillemets de se dire que si demain Red Bull vend AlphaTauri parce que ils veulent plus être en F1 etc et qu'ils retirent justement Red Bull. AlphaTauri, on va dire que bon, il y a quand même quelque chose qui a été quand même bien construit, etc. Donc il y a de ce côté-là qui fait que il y a le fait de vouloir donner de l'autonomie, c'est aussi de donner de la valeur financière à cette écurie et c'est aussi très important d'un point de vue de business pour le futur. Maintenant, d'un point de vue plus sportif, on va dire que c'est mieux pour Pierre Gasly, clairement. Est-ce qu'il faut qu'il sorte du giron de Red Bull ? Oui, clairement. Il a fait ses armes, il a montré ce qu'il valait. Il s'est pris un gros coup dans le casque l'année dernière avec Red Bull. Il est revenu, il est remonté. Voilà, faut que ça se passe mal avec Sainz et Leclerc et qu'on mette Gasly avec Charles Leclerc chez Ferrari. Comme ça, on aura un combo et ce sera nickel. Aujourd'hui, Alpha... Si Mick Schumacher est une pipe, hein, Oui, c'est vrai qu'il y avait aussi ce problème. Aujourd'hui, AlphaTauri, sur quoi ils ont besoin de Red Bull ? Je me pose vraiment la question. La voiture, on est d'accord que c'est plus l'époque où ils prenaient la Red Bull l'année d'avant. Le soutien financier, essentiellement. La soufflerie, le Red Bull Technologies, le centre d'entraînement, la soufflerie. Mais on est bien d'accord qu'en soi, Red Bull a l'air quand même d'être plus un poids pour AlphaTauri que l'inverse. Oh, t'as bu. Alors non. Franz Stoss, tu crois vraiment que c'est pas une marionnette et qu'il décide des trucs, lui ? Sincèrement ? Il est C'est un totalement... exploitant, c'est tout. Ah non, mais un Un exploité, moi, je dirais. franchisé. C'est un franchisé. C'est un Ouais, franchisé. exactement Oui. ça. Enfin, moi, Justement, c'est en train de marcher cette saison. Si demain tu perds Red avec Bull. de l'autonomie. Oui, mais de l'autonomie, mais comme tu dis, tu viens de dire Fantos c'est la marionnette de. Mais de moins en moins. Mais ce que je veux dire, c'est que France, enfin, il choisit pas ses pilotes. Hein. On est bien Oui, d'accord. on est d'accord. Il fait ce qu'on lui donne. Hein. Mais pour le moment, ça marche.
bah, ça marche. Est-ce que justement ça marcherait pas mieux avec plus d'autonomie? Ah oui, non, mais je te rejoins Ce que sur je ce te dis. point, mais de dire que Red Bull est un poids pour Alpha Tauri, je pense que Moi, je pense un peu fort. sincèrement qu'ils sont limités par Red Bull sur beaucoup de choses qu'ils peuvent pas développer comme ils ont envie et que ce leur sont les pilote- moyens de développer de toute façon. Si demain tu perds Red Bull, Non, mais quand je dis ça, c'est plus Ah. en termes de pilote en fait. Quand ton pilote est bon, il se casse chez Red Bull. la preuve que non. Mais c'est pas La preuve que non, on est c'est preuve Gasly. qu'il change de philosophie. Et que justement, mais là, putain, tu veux pas comprendre toi, hein, ça veut pas rentrer dans la caboche. Hein. Je te dis que justement, qu'il change de philosophie aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas en train de voir que Red Bull ne sert pas à énormément de choses pour AlphaTauri, si ce n'est utiliser les installations? Mais derrière, en fait, le poids du triptyque Horner, Marco, Mateschitz, est-ce qu'il n'est pas ultra violent sur AlphaTauri et qu'on n'est pas en train de voir que l'émancipation fait qu'AlphaTauri va devenir une écurie solide et qu'on peut voir peut-être, pas forcément des victoires tout le temps, mais là, ça fait quand même 2 années de suite qu'ils jouent le podium. Pas régulièrement, mais quelques fois, ce qui n'était pas le cas depuis 2008. Pourquoi tu te marres? Le mot de la fin pour Non, Hamza. je vois, tu bouges à feu, vas-y. Quiz, je sens Non, que- non, vas-y, je te laisse le mot de la fin. Je te laisse Non, conclure tout ça. mais je te rejoins sur le fond. Après, oui, j'ai envie de voir Alpha Tauri avec encore plus d'autonomie pour voir si ça peut devenir une écurie vraiment Voilà. complètement indépendante de Red Bull. Mais on n'y est pas encore. Eh bien, on verra ça et on attend bien sûr également vos remarques eh bien, en commentaire dans cette vidéo, également sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez à propos de l'avenir de cette écurie Red Bull. En effet, comme l'a dit Hamza, c'est l'heure du quiz, on va jouer. Allez, le quiz, on attaque rapidement bien sûr avec ce quiz spécial post-Grand Prix d'Imola. On va tout de suite commencer par un petit question-réponse, des questions très rapides, de la statistique. Vous y répondez et ça vaut 1 point à chaque fois. Combien de victoires Toto Wolff a remporté en 100. tant que directeur? Bravo, 1-0 pour Brice. Combien de victoires a remporté Toto Wolff bien sûr en tant que directeur de l'écurie Mercedes? Combien de podiums compte Mercedes comme fournisseur de moteurs? 500. 500, un partout, bravo. C'est seulement la 2e fois qu'un pays organise 3 grands prix dans une année, avant Italie en 2020. Quel était ce pays? Non, mais Il est là, voilà exactement. Tu lèves la main, depuis quand on n'est pas en primaire? On n'est plus à l'école. On n'est plus à l'école, c'est une dictature, je te le rappelle. Un pilote de Formule 1 français fête aujourd'hui ses 46 ans. De qui s'agit-il? Il n'a pas disputé beaucoup de grands prix. Franck Montagny? Non, pas Franck Montagny, il n'en a fait qu'un seul, Un seul. en 1999. Oh là Au Brésil, Oh là Sarrazin. Stéphane Sarrazin. Ah, 2, il a que 46 ans. 0, que 46 ans. France Grand Prix. pilote Ça nous amène à une petite, un petit tableau que vous allez découvrir. C'est tout simplement les 4 écuries qui tiennent en tout cas le plus de titres mondiaux. Réfléchissez bien, je les veux par obligation dans l'ordre et je double les points si vous me donnez le nombre de titres. Alors, ok. Vas-y Pierrot. Ferrari, 16. Ouais. Williams, 9. Oui. McLaren, 8. Oui. Mercedes, 7. Ah, là, il en manque une. Lotus, 7. Ah oui, bien joué. Mais je lui donne quand même un point. Ouais. Je lui donne quand même un point à notre Ah, ami exact, Pierrot, exact, juste exact. pour le suspense. 2-1-1. Voilà en tout cas le petit tableau. En effet, c'est Mercedes vrai qui qu'il y a rentre dans le Lotus. panthéon des écuries les plus titrées. Une petite citation. On va pas chercher. On va chercher qui a déclaré ceci. Regardez plutôt. Citation, bien sûr, mystère. Cela signifie beaucoup pour moi quand les compliments viennent d'un gars comme Fernando. J'ai hâte de Russell, parler avec lui. Russell, ouais. Il est ici. Quoi Il est Pardon ici. George, Russell. hein Non, tu l'as dit en premier? Évidemment. Oh, alors, La régie. j'exprime mon doute quand même. C'est hein. bon. Ah oui. Un point pour Ramani. Vous avez une idée en régie, mais je crois pas. Hein. Non, Ah, pour le coup, fout, On surtout annule qu'on n'a ce pas le point. temps, hein. On annule ce Je crois point. qu'il vient de là-bas. De qui parle-t-on? De qui parle-t-on? Allez, on lui donne. Voilà. Il va bouder comme elle est. J'ai que 10 minutes. De qui parle-t-on dans cette citation, cette autre citation? Je pense que cette cochonnerie, l'ami Kao l'a assommé, c'est sûr, c'est quelque chose parle que de nous Stroll. n'avions pas vraiment prévu. Stroll, il est ici, c'est bien, ça partage les points. 3, 2, 1, 1. Il n'y a pas que le Covid qui l'a assommé. Hein. Énumération. Maintenant, c'est Andy Green, bien sûr, le directeur technique de Racing Point, qui donnait cette citation. Énumération. J'ai beaucoup aimé. La semaine dernière, Ah putain. cette grille de départ du Grand Prix d'Estorie 1996. Aïe, aïe. Je vous demande donc cette semaine, 2006, il met eh Imola ben oui 2006. forcément, la grille de départ je suis chaud. du Grand Ah Prix oui, j'avoue. eh bien, Attends, ouais. d'Imola Ça va 2006. prendre du Voilà. temps, hein. On va commencer avec Alex puisque c'est lui qui mène pour le moment. Fernando. Fernando Alonso, c'est bon. Michael Schumacher. Michael Schumacher. Kimi Raikkonen. Kimi Raikkonen, bien évidemment, qui a fini 5e de cette course. Felipe Massa. Felipe Massa, en effet, qui a fini 4e de ce Grand Prix d'Imola 2006. Giancarlo. Giancarlo Fisichella, 8e sur la Renault en 2006. Juan Pablo Montoya. Juan Pablo Montoya, qui était sur le podium, 3e sur la McLaren. Barrichello. Rubens Barrichello, 10e à l'époque, et c'était un pilote Honda.
Jenson Button. Jenson Button, oui, bien évidemment. Je ne l'ai pas sur ma liste, mais forcément qu'il était là. Il était 7e, Jenson Button, juste devant Giancarlo Fisichella. L'un des derniers pilotes américains, Scott Speed. Scott Speed, oui, 15e, Ah bon. à un tour. Notre Toro ami Rosso. sur la Toro Rosso, Cosworth. beau Allez, bon, bah, on le connaît très très bien, Yuji Ide. Yuji Ide, bravo. Bravo, super Aguri. Thiago Montero. Thiago Ah non, il était pas là. Montero aussi, il était là Ah, il sur la était là en Midland. 2006. Eh ouais. Ah, Sur la Midland, il finit à 2 Frérot, tours et dernier. Seul dépassement. ah oui. Et c'était le seul déplacement de la course, en effet. Ça commence à se corser, Je pensais mais que il y a, c'était il y a arrêté en encore des 2005 noms avec que vous Jordan. connaissez très très bien, Eh oui. les amis. Takuma Sato. Takuma Sato. Ben non. Super. Mais non, puisque. Super Ah, si, si, Aguri. pardon. Yuji Ide, Merci, super. merci Yuji Erwan Ide, en, Takuma Sato. merci Erwan en régie. En effet, c'était le deuxième pilote, enfin l'autre aller vite, pilote là. sur la Super Agori. Vitantonio Liozzi. Vitantonio Luzzi sur la Toro Rosso, bien sûr. Christian Albers. Christian Alberts, qui merci est parti sur la en tonneau. Midland, en effet. Ça commence à se corser là. Et là, attends, ça j'ai un commence doute. à se corser, mais vous en avez des gros. Hein. Ah bah ouais. Je vais quand même le dire, Pedro de la Rosa. Pedro de la Rosa. Ah, Il y a Montoya et pas de la Rosa. Pedro de la Rosa, non, c'est une après, c'est en élimination. Espagne après. C'est une élimination. Hamza est éliminé, ne gagnera pas aujourd'hui. C'est l'information de cette journée, les amis. Retenez-la chez vous. David Brice. Coulthard. David Coulthard, bien sûr. Ah oui, bien vu. Ah bah Sur attends. la Red Bull. Oui, je sais que je te l'ai offert là. Christian Klein. Eh ben, Oh non Oh non Et s'il y était Christian Creedy, Ah oui, excusez-moi. J'étais sûr que non. Il était chez non, Apple, Mais je pensais à un autre, je pensais à un autre. Je Bah sais oui. que tu l'as chez toi. Jacques Villeneuve. Jacques Villeneuve, bien évidemment. BMW Sauber, il est fini 12e. Mark Webber. Mark Webber, et oui, sur la Williams. On commence à tous les faire là. Il en ça, c'est terminé. manque 2, les amis. Alors, Est-ce que tu en as un? bah, j'ai Nico Rosberg. Il y était pas. Il était Non, pas en Si, 2006. pardon, Si, 3, si, excuse-moi, Williams. excuse-moi, j'ai mal lu mon Première papier. saison. En effet, avec Williams. Il en reste Nick deux. Heidfeld. Nick J'allais Heidfeld, dire. et il en manque un dernier. Aïe aïe aïe. Et je pense que c'est le deuxième pilote Toyota. Il en manque un dernier. Oh putain, oui. Il en manque un dernier. Yarno Trulli. Yarno Trulli, Non, vous êtes mais allé attends, au bout. il en manque encore un autre. Non, Non, il y a vous pas avez Ralph. tous fait. Vous les Ralph, avez il est tous pas là fait. cette Ralph année-là. était parti, ouais. En 2006. 2006, Ralph Non. n'était pas là. Mais Il revient en 2007. Eh bien, il était là, Ralph. Bien sûr que si, les gars. oh là là, catastrophe, Oui, je sais catastrophe. pourquoi. Je Eh crois ben, qu'on a il déjà va dit Arnaud jusqu'au Trulli, il bout. me semble, hein. Et On a dit c'est, Arnaud et Trulli, c'est, mais putain, il y a je un sais pas lire mon papier, c'était écrit en tout petit, je suis bien évidemment Villeneuve. très 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 Villeneuve. miro. Non, Il a dit Villeneuve, il a dit Villeneuve. Eh ben moi un point, c'est Alex qui gagne, voilà, c'est comme ça que ça se passe les amis. N'importe quoi. Fin de cette émission très rapidement. Pronostic, non en fait il n'y a pas de vainqueur aujourd'hui, voilà. Et la vie c'est sera bon. plus belle, pas de vainqueur Oh. à Livingston. Oh. Non, si vainqueur au point. Je l'avais Voilà. déjà Pas tweeté. sur la décision unanime bien évidemment, mais vainqueur au point. Alex Caldi qui a marqué le plus de points aujourd'hui. Les amis, votre petit pronostic juste très rapidement. La Turquie, vous me donnez juste un vainqueur, pas de bonus, on s'en fout des bonus. Hamilton. Ah ouais, bah, ouais. Hamilton, Ah, Bottas. Bottas, Bottas. Bottas. Verstappen. D'accord, j'ai cru qu'il allait me dire Lance Stroll. On s'en sort bien pour cette semaine. Merci la First Team Sport, bien évidemment, pour toujours l'aide et puis l'accueil, l'hébergement, bien sûr, de cette très belle émission. Les pistonnés, on se retrouve dans 15 jours après le Grand Prix de Turquie. Merci à tous d'avoir été avec nous. Passez une bonne semaine. N'oubliez pas de commenter, liker, bref, vous donnez de la force, les amis. Ciao. Ciao. Ciao.